Donc, Katharina est cofondatrice du cabinet de conseil en intelligence culturelle Anemo et du blog Coup de Vieille. Elle accompagne les organisations dans la prise en compte des biais qui impactent la qualité et l'accessibilité des services, notamment dans le secteur de la santé. Après une expérience de 7 ans en communication responsable, puis en gestion de projets d'inclusion numérique, elle rejoint la première promotion du diplôme d'université médiation en santé, approche transculturelle de l'Université de Paris pour continuer d'innover en matière de soins et d'accompagnement. Voilà, la parole est à toi, Katharina. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et puis merci du coup à Lara et à Yusa et Likalab du coup pour m'avoir proposé de rejoindre les échanges qui ont commencé, si j'ai bien compris, déjà il y a quelques temps. Voilà, donc je suis ravie d'être là et je vais partager mon écran. J'espère que ça va le faire. Hop. Si j'entends pas de cris, je considère que tout va bien. Alors, en 2 mots, merci Lara du coup pour l'intro. Ce que je vous propose d'aborder dans ces 20 minutes là que j'ai devant moi, je vais essayer de faire bien attention à ce temps. C'est ce qu'on a appelé donc technologie inclusive, une révolution du regard. Alors révolution du regard, le mot est évidemment un petit peu fort, mais il va s'agir de voir comment en fait on peut améliorer la qualité et l'accessibilité des services, quels que soient ces services. Évidemment, ça inclut les solutions technologiques en travaillant sur les biais, nos biais et nos représentations, puisqu'on a tous des biais et parfois des préjugés, des stéréotypes, etc., qui peuvent impacter la qualité du service qu'on propose, quelle que soit la nature de ce service, avec des conséquences effectivement différentes ou qui vont varier en fonction du secteur. Donc, comme l'a dit Lara, j'ai cofondé un cabinet de conseil et un organisme de formation qui s'appelle Anemo. Je pourrais en reparler un petit peu plus tard, et un blog qui s'appelle Coup de Vieille et qui cherche à proposer un autre regard sur l'âge, ou en tout cas un regard un peu plus nuancé, moins négatif, mais j'y reviendrai aussi juste après. Donc voilà l'objet de l'intervention résumée en une phrase. Et donc je parlais des biais. En fait, c'est vrai que, alors pour vous dire aussi peut-être un petit mot, moi j'ai travaillé en Belgique aussi sur ces sujets-là, et maintenant je suis basée en France, à Paris. Et donc des biais, des représentations, des stéréotypes, on en a tous. Moi la première. Et donc je voulais peut-être commencer par vous partager une expérience qui fait suite justement à des projets d'inclusion numérique sur lesquels j'ai travaillé d'abord en Belgique, à Bruxelles, puis en France. Donc, j'ai travaillé sur différents projets qui cherchaient, à l'époque, on parlait beaucoup de fracture numérique, c'est peut-être un terme qui est familier à certains d'entre vous si vous travaillez sur ces sujets-là. Donc, avec cette idée qu'il y avait d'un côté les personnes qui avaient accès au numérique, donc qui avaient le matériel, la connexion, etc., et puis de l'autre, des personnes qui avaient aussi les compétences et les connaissances pour s'approprier ces outils numériques et ces services numériques, et de l'autre, des personnes en difficulté, soit par manque de connexion, soit par manque de connaissances, soit par manque de compétences. Donc, a commencé à émerger cette problématique de l'inclusion numérique. À l'époque, c'était donc en 2018. On parlait aussi de vulnérabilité numérique sur ces sujets-là. Et donc, je travaillais en particulier sur les publics seniors et les personnes âgées. Et donc, voilà, dans le cadre de ces projets-là, je voyais bien que, comment dire, qu'on mettait toujours que l'image en fait qui était renvoyée à force d'échanger, de me documenter sur le sujet, de rencontrer différentes parties prenantes, des acteurs publics, des acteurs associatifs, etc. Je voyais bien que l'image qui était renvoyée de ces publics-là, donc des publics seniors, personnes âgées, ça dépend comment on les nomme, était très souvent la même. Et donc cette image, en gros, ça correspond à ça, c'est-à-dire voilà, de personnes en difficulté, et surtout de personnes incompétentes.
Vraiment, c'était cette idée d'incompétence qui émergeait très fort. Et alors, certes, l'âge est un facteur de vulnérabilité numérique, et pour celles d'entre vous ou ceux d'entre vous qui travaillent sur ces sujets-là, on sait que l'âge est effectivement un facteur de vulnérabilité numérique. Mais pour autant, on voyait bien qu'il y avait en fait une espèce de généralisation, comme si finalement, à partir du moment où on avait un peu de cheveux blancs, où on avait les stigmates de l'âge, bah forcément, on était en difficulté sur le numérique, forcément, on était incompétent, et aussi dans l'incapacité d'apprendre à utiliser ces outils-là. Et donc, ça m'a vraiment frappée au bout d'un moment. Et en 2021 est publié un rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur, peut-être que c'est un sujet qui vous est familier, sur ce qu'on appelle donc l'agisme. Et l'agisme, qu'est-ce que c'est? Pour le dire simplement, c'est le pendant du racisme ou du sexisme, mais par rapport à l'âge. Donc, l'Organisation mondiale de la santé l'a définit comme ça. Donc, c'est les pensées, les sentiments, les comportements à l'égard des autres et de nous-mêmes en fonction de l'âge. Et donc, souvent, dans un contexte où on valorise plutôt le fait d'être jeune, productif, dynamique, etc., cet agisme va impacter, alors bien sûr aussi les jeunes, notamment dans la sphère professionnelle, mais particulièrement les plus âgés. Jugés incompétents, perçus comme incompétents, à tort ou à raison, souvent à tort. Et donc, pour reprendre l'image du slide précédent, en fait, mettre un mot sur ce phénomène-là qui s'appelle l'agisme, moi, ça m'a permis de prendre vraiment un recul sur cette représentation des personnes âgées, des seniors, comme en difficulté ou incompétents. Et donc, c'est là qu'intervient la notion de biais dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, on baigne dans un contexte culturel, dans une société, qui biaise notre représentation, nos représentations de la réalité. Et donc, ces biais, on les appelle parfois biais culturels, vont influer sur notre manière d'interpréter la réalité. Et donc, c'était vraiment ça. Je voulais vous partager ça parce que ça a été vraiment de ces expériences dans le domaine de l'inclusion numérique qu'est née cette prise de conscience, pour moi en tout cas, de l'agisme et de l'impact que peuvent avoir nos biais. Et alors, pourquoi je raconte ça? Parce que là, ça peut paraître un petit peu abstrait ou anecdotique, mais en réalité, ces biais et ces représentations, elles ont des conséquences très, très concrètes. Alors, je vais vous donner un exemple ici, dans le domaine du soin. Il y a un chercheur belge qui s'appelle Stéphane Adam, de l'Université de Liège, qui travaille sur ces sujets-là. Je vois Lara sourire, peut-être que c'est quelqu'un de connu. Et il a mené une recherche auprès d'un panel de soignants où il leur a posé la question si vous deviez donner 5 mots pour les 5 premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à une personne âgée, quels seraient ces mots? Alors bon, je voulais faire le test auprès de vous, mais on manque un petit peu de temps. Mais peut-être que les résultats ne vous surprennent pas là dans ce que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, il y a effectivement beaucoup de mots négatifs qui ressortent. Donc, les mots ont ensuite été classés en fonction de leur prévalence et puis en fonction de s'ils étaient plutôt neutres, positifs ou négatifs. Et donc, on voit bien l'importance du négatif qui est largement dominant, en tout cas dans ce périmètre-là. Et concrètement, quelles sont les conséquences de ces représentations négatives qu'on a très largement sur le vieillissement et la vieillesse? Alors, les conséquences, il y en a plein. Stéphane Adam, il a montré qu'il y avait des conséquences, par exemple, sur la manière dont on va s'adresser à une personne âgée quand on est en contexte de soins. On parle parfois de langage bébé ou elder speak pour qualifier une attitude exagérément bienveillante ou quand on va, par exemple, spontanément hausser le ton quand on s'adresse à une personne âgée, en partant du principe qu'elle est forcément sourde ou qu'elle a forcément des problématiques de capacité. Et donc, voilà, et comment cette attitude-là va conduire à une baisse de performance chez les personnes accompagnées. Donc ça, c'est pour vous donner juste un exemple. Il y en a d'autres. Il prend un autre exemple par rapport à des patients qui ont un cancer du sein et si les soignants vont ou pas recommander une reconstruction mammaire ou une chimiothérapie. Et on voit qu'à partir de 55 ans, en fait, la chimiothérapie et la reconstruction mammaire est largement et très peu recommandée par les soignants sans raison médicale valable. Donc,
Voilà, a priori, en tout cas, le constat qui est fait par Stéphane Adam, par ce chercheur, c'est que ça part d'un a priori agiste, et donc ça a des conséquences très réelles dans la prise en charge et dans l'accompagnement des personnes. Alors, les conséquences, il y en a évidemment à d'autres niveaux de l'agisme. Dans le secteur dans le domaine de la santé, les conséquences, elles se mesurent notamment en termes de qualité du service et d'accessibilité du soin, et on voit bien pourquoi. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur toutes les conséquences. L'impact, il est évidemment sur la santé physique des personnes, sur leur bien-être et sur leur santé mentale aussi, avec des phénomènes de dépression. On sait par exemple qu'une personne qui a des représentations négatives sur le vieillissement vit en moyenne 7 ans de moins qu'une personne qui n'a pas ces représentations négatives. Donc, ça a vraiment un impact très, très concret. Donc, je vais vous donner juste un exemple. Avec Anemo, on a été contacté par un acteur mutualiste français pour agir sur ce sujet-là. Donc, pour vous donner un peu le contexte, c'est une mutuelle qui propose des services de santé, des services de soins. Donc, c'est un petit peu différent par rapport à la Belgique. Ça correspond plus à une complémentaire santé. On est un peu moins proche de la sécurité sociale. Néanmoins, donc, c'est des acteurs qui proposent différents types de services à destination d'un public très varié. Et donc, on a été contacté parce que l'équipe dirigeante, en tout cas nos interlocuteurs, souhaitaient faire monter en compétence les collaborateurs de la mutualité sur les nouvelles formes de discrimination. Discrimination liée à l'âge, au genre, à l'orientation sexuelle, puisqu'on voit bien qu'en fait, les mécaniques qui vont se mettre en place au niveau de l'agisme se répètent dans tous les autres ismes, donc racisme, sexisme, capacitisme, etc. Et donc, on a été contacté pour ça, avec cet enjeu de permettre aux collaborateurs de la mutuelle de mieux agir face aux discriminations et face aux nouvelles formes de discrimination. Et donc, la demande qui nous a été faite, c'était d'intervenir d'abord via de la formation et de la sensibilisation. Donc, on intervient d'ici quelques semaines sur un groupe de personnes qui correspond à peu près aux élus et aux dirigeants, plutôt dans un premier temps, en présentiel, pour justement faciliter l'appropriation de ces enjeux auprès de ces publics-là, de ces professionnels, en fait. Et donc, les résultats qui sont attendus, c'est de lever principalement les obstacles à la communication. C'est des sujets qui sont souvent sensibles, on a du mal à aborder, qui posent aussi des questions éthiques. On n'est vraiment pas là pour dire aux gens quoi penser. On n'est pas là non plus pour venir leur faire la morale. C'est absolument pas ça. C'est plutôt d'essayer d'aborder ces sujets-là et de voir comment finalement leur prise en compte et une meilleure compréhension de nos propres biais, et en particulier des biais culturels, peut nous aider à délivrer un service de qualité, y compris quand ce service correspond à une solution technologique. Voilà. Et donc, Lara parlait tout à l'heure d'intelligence culturelle. Ce qu'on cherche à faire aussi, c'est développer d'autres capacités, d'autres compétences, en particulier ce qu'on appelle les compétences interculturelles, qui vont permettre aussi d'agir et d'être plus à même de se saisir de ces questions-là. Alors, les solutions qu'on propose avec Anemo, il y en a plusieurs. Là, dans le cas que je vous ai présenté de cet acteur mutualiste, on est vraiment entré par la sensibilisation et la formation, parce que c'est un acteur qui a déjà avancé dans la réflexion sur ces sujets-là. En fonction des problématiques et du niveau de maturité, disons, on peut proposer différentes choses. Ça peut passer par de l'audit, du conseil, de la formation, effectivement, et plus largement de l'accompagnement. Donc, on travaille avec différents types d'acteurs, pas seulement dans le secteur de la santé, mais aussi dans le secteur de la santé. Et donc, pour vous dire quelques mots de Coup de vieille, du blog cette fois. En fait, le blog, ça correspond à cette première étape de sensibilisation, c'est-à-dire que plutôt grand public, même s'il y a aussi un enjeu à travailler avec les professionnels. Et donc, ce qu'il s'agit de faire au niveau de Coup de vieille, c'est d'en découdre avec les idées reçues sur l'âge et le vieillissement,
Et donc, sur ce blog, alors j'ai mis le lien juste en bas de ce slide-là, si vous voulez aller y faire un tour. Il y a aussi un compte Instagram. Là, on est plutôt sur une sensibilisation grand public. Et donc, il s'agit de montrer qu'en fait, il y a différentes manières de vivre son âge, qu'on n'est pas forcément dans soit l'exagérément négatif ou l'exagérément, voilà, la caricature, ni du côté positif, ni du côté négatif. C'est vrai que souvent, l'image qui nous est renvoyée, on va avoir voilà, le vieux, disons, la personne âgée en perte d'autonomie, en établissement, voilà, soit le bon vieux, donc le vieux qui ne vieillit pas et qui a tous les attributs de la jeunesse. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec ce blog, c'est de chercher l'entre-deux, de chercher la nuance pour justement voilà, casser ces stéréotypes qu'on peut avoir sur le vieillissement. Donc, on le fait de différentes manières. Il y a surtout des témoignages, alors pour l'instant, de femmes essentiellement, de femmes de 50 ans et plus, qui partagent voilà, leur témoignage sur la manière dont elles vivent leur âge et leur vieillissement. Des coups de cœur aussi pour montrer des initiatives qui montrent une autre image de la vieillesse. Ça peut être des podcasts, des documentaires, des livres, des événements aussi. Des coups de gueule aussi. Et les coups de gueule, c'est une rubrique ouverte. Donc, toutes les personnes qui souhaitent se saisir de ce sujet-là, de l'agisme, peuvent y prendre la parole. Et d'autres articles sur d'autres thématiques. Voilà, donc c'est vraiment voilà, ces deux volets-là, Coup de vieille, qui est un blog vraiment sur l'agisme, et Anémo, où on va essayer d'être plutôt dans la transformation à travers des solutions d'audit, de conseils, de formation, pour justement faire en sorte que nos biais, nos représentations ne viennent pas dégrader la qualité du service qui est proposé. Voilà en deux mots. Et alors, Lara nous a demandé de réfléchir à quel était le principe directeur coup de cœur. Donc, c'est vrai que pour moi, spontanément, c'était plutôt le volet éducation et inclusion. Mais étant donné l'objet de Techno 2030, qui est cette idée de technologie au service d'eux, au service de la société, au service des patients, j'ai trouvé que le principe qui pour moi avait le plus de sens, c'était celui-ci, donc les besoins et l'autonomie des patients, puisque j'ai l'impression qu'être à l'écoute de ces besoins, des besoins des patients, des utilisateurs, c'est le meilleur garde-fou pour s'assurer que les technologies soient bien au service d'eux. Et donc voilà, c'est pour ça que je trouvais que ce principe directeur était vraiment intéressant, voilà, dans le cadre du projet. Alors, je suis allée un petit peu vite, mais du coup, voilà, je me rends compte que le temps passe très, très vite. Si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez que je revienne sur certains points, voilà, je serais ravie d'y répondre. Merci, Katharina. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à lever la main. Il y a aussi une icône pour faire ou juste allumer votre micro. En attendant, j'ai peut-être une question pour toi, une double question pour toi, Katharina, en t'entendant. Je me demandais en fait, est-ce qu'il existe une forme de typologie en fait des biais liés à l'agisme? Parce que je ne sais pas du tout, hein, je n'ai pas mon domaine. Voilà, et lié à ça, est-ce que il est possible quelque part, est-ce qu'il existe des outils où n'importe qui pourrait finalement travailler à détecter les propres biais que nous, on peut avoir et aussi également, puisqu'on est quand même dans le développement des technologies, pour finalement, dans le développement des technologies, donc là, ça s'adresse plus aux concepteurs de techno pour en tenir compte également dans le métier, quoi. Alors, pour la typologie des biais, en fait, il y a différents types de biais, effectivement. Moi, je parle, concernant l'agisme, je parle surtout de biais culturels parce que c'est un biais qui est relatif au contexte culturel, qui est influencé par la culture dans laquelle on baigne. On parle parfois de jeunisme aussi, hein, pour dire voilà comment l'accent est mis plutôt sur l'étape de la vie qui correspond à la jeunesse. Il y a d'autres biais, effectivement. Les biais structurels, les biais cognitifs, etc. Mais concernant spécifiquement l'agisme, en fait, si j'ai bien compris ta question, alors sur le blog et dans les posts, je propose justement de faire une espèce
recensement des différents stéréotypes qu'on peut avoir. Oh là, je suis allé ça Voilà, commence et donc, à être. ah, Voilà, je vais désactiver. voilà, donc voilà, parmi les stéréotypes qui reviennent souvent, voilà, le vieillesse égale incompétence, vieillesse égale lenteur, vieillesse égale maladie, très classique, pathologie, maladie, vieillesse égale perte d'autonomie aussi. Voilà, et donc je les recense et justement, c'est en tout cas, un des moyens, alors souvent sur le ton de l'humour, encore une fois, il ne s'agit vraiment pas de faire la morale, c'est vraiment pas le but du tout, c'est plutôt de prendre conscience du fait que voilà, on est tous traversés en fait par ce type de biais. Alors pour vous donner un exemple, moi j'ai un biais inversé. J'ai aussi créé un podcast où on a interviewé des femmes de 17 à 101 ans sur leur rapport à l'âge. Ça s'appelle À fleur d'âge, si vous voulez voir aussi à quoi ça ressemble. Et quand on a interviewé la femme de 101 ans, qui était centenaire, j'étais hyper emballée. Je me disais, super, une centenaire, etc. Et je partais du principe qu'elle aurait forcément plein de choses à raconter puisqu'elle avait accumulé tellement d'expérience, etc. Et en fait, ça a été une des interviews les plus rapides, les plus expéditives parce que Charlotte, elle s'appelait cette interviewée, elle avait d'autres choses à faire, elle n'avait pas spécialement envie de parler du passé. Voilà, donc là, je me suis confrontée à mes propres stéréotypes agistes puisque je me disais, bon, bah, puisqu'elle est si âgée, elle doit avoir tellement de choses passionnantes à raconter. Et à l'inverse, on a interviewé donc une jeune femme de 17 ans. Je partais avec un a priori plutôt négatif en me disant, bon, 17 ans, elle ne doit pas avoir grand-chose à raconter. Et en fait, cette femme de 17 ans avait plein de choses à dire et c'était absolument passionnant. Donc voilà, donc c'est vraiment ça qu'il s'agit de travailler. Et alors après, ta deuxième question, c'était plutôt comment concrètement, comment on fait, c'est ça? Oui, comment on développe une techno sans tomber dans les biais, entre autres de l'agisme, quoi. Bah alors voilà, c'était pour ça que j'avais choisi ce principe directeur. Je crois qu'il y a plusieurs manières de faire. Une très bonne manière, bah, alors je crois que ça se fait énormément dans le développement de solutions digitales de toute façon, puisqu'il faut tester les interfaces et les outils avec des utilisateurs. Donc, à partir du moment où on teste et où on recueille leur retour, en fait, on se prémunit du risque agiste, puisque on est à l'écoute de l'utilisateur et de ses besoins. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce principe directeur, parce que ça me semble finalement le meilleur moyen de s'en prémunir. On parle aussi de plus en plus de design participatif, etc. Donc, comment inclure dès la conception du service l'utilisateur final, ce qui va nous éviter de partir sur une piste erronée dans le secteur de la silver economy, par exemple, en France, qui est un secteur très soutenu par l'État, notamment. Il y a beaucoup de solutions, en tout cas j'entends beaucoup de retours de professionnels qui disent qu'il y a beaucoup de solutions qui sont proposées et qui en fait ne correspondent pas aux besoins réels des personnes parce qu'ils partent d'un a priori négatif ou d'un a priori positif d'ailleurs, qui est basé plutôt sur des clichés ou des stéréotypes qu'on peut avoir que sur les besoins réels des personnes. Donc c'est sûr que voilà, intégrer dès la conception l'utilisateur final, c'est quand même un très bon moyen de se prémunir. Et puis après, nous, ce qu'on propose, donc à travers Coup de Vieille et Anemo, c'est aussi de la sensibilisation, de la formation, en fait. C'est de s'outiller en tant que professionnel, prendre conscience de ces biais-là et venir les travailler. Il y a un exemple, moi, que j'aime bien, en tout cas, qui est celui de l'âge. Souvent, on a en tête l'âge chronologique, l'âge de notre date de naissance. Et dans les sensibilisations qu'on propose, on va mettre en perspective cette variable de l'âge en venant aussi parler d'âge subjectif, par exemple. Donc, on peut avoir, moi en l'occurrence, j'ai 32 ans, mais voilà, dans les femmes que j'ai interviewées, par exemple, il y en a qui ont 50 ans ou plus, mais leur âge subjectif ne correspond absolument pas à leur âge chronologique. Et je crois que c'est quelque chose dans lequel on peut tous s'identifier un petit peu. On ne sent pas toujours qu'on a l'âge de notre carte d'identité ou l'âge de notre date de naissance. Et je trouve que c'est un très bon moyen aussi de venir désamorcer comme ça par des petites techniques les réflexes qui tendraient à enfermer l'autre dans son âge, alors qu'en réalité, peut-être que cette personne est extrêmement jeune dans son esprit, pleine de vivacité, et qu'en fait, elle ne se retrouve pas du tout dans la catégorie de vieux. Voilà. Donc, c'est aussi des techniques comme ça, et c'est travailler sur soi aussi, sans arrêt. Donc, c'est ce qu'on essaye de proposer à travers ces actions de sensibilisation et de formation. Ok, merci.
Alors, je vois qu'il y a 2 questions. Je vais d'abord démarrer par Madame Naris Rachik. Oui, bonjour. Donc voilà, je me présente. Je regarde juste si ma collègue Tania n'est pas là, mais je vois qu'elle n'est pas là. Donc voilà, je m'appelle Nargis Rachik. Je travaille pour la coordination inclusion numérique au sein du Centre d'informatique pour la région bruxelloise. Je suis là avec mon collègue Hugues Marchal. Et donc, on travaille avec la coordinatrice inclusion numérique Tania Mamari sur un plan d'appropriation numérique 2021-2024. Je ne vais pas m'éterniser sur le plan, mais on pourra peut-être se revoir à l'occasion. Mais en tout cas, c'est un plan qui vise donc à réduire la fracture numérique en région Bruxelles-Capitale. Et on se focalise sur 6 publics spécifiques, dont les jeunes, les femmes, les chercheurs d'emploi, les personnes précarisées, les personnes en situation de handicap et les seniors. Donc voilà, on a tout c'est un plan avec 66 actions, 17 chantiers, 4 axes, je ne l'ai pas dit dans l'ordre, mais c'est 4 axes. Mais voilà. Et donc, voilà, ça nous semble hyper intéressant. On a développé en fait des recommandations inclusives. On a réuni en fait des acteurs autour d'un sous-GT, parce qu'on a un grand GT, un très large GT avec énormément d'acteurs. Et puis, on a demandé donc à ceux qui étaient intéressés de travailler sur des recommandations inclusives pour les personnes en situation de handicap, de participer à un sous-GT. Et à la tête de ce sous-GT était donc le collectif Kawab. Je ne me souviens plus exactement de... Hugues, je ne sais pas si tu sais m'aider, mais j'ai oublié. C'est le collectif de l'accessibilité en Wallonie et à Bruxelles. Voilà. Et donc, qui ont travaillé donc, sur des recommandations inclusives et qui ont fait des testings à partir de 2 applications qui sont, Hugues, si je ne me trompe pas, Irisbox et Myactiris. Alors, c'est vrai que pour le coup, on n'a pas pensé donc, je pense que ce n'était pas dans notre réflexion encore à ce moment-là, de faire tester ces applications par des personnes âgées. En fait, déjà, le terme de senior, on a très difficile à le définir. On dit toujours, on veut pas heurter les sensibilités. On dit souvent, parfois on dit c'est 50, à partir de 55 ans, mais bon, on a des collègues qui ont 55 ans et qui travaillent avec nous, c'est un peu difficile. Mais donc, on n'a pas pensé, mais c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Mais donc voilà, ça c'était juste pour vous informer de ce sur quoi on travaille en région de Bruxelles-Capitale. Donc je prendrai en tout cas votre adresse mail pour avoir plus d'infos. Et alors, j'avais une petite question qui n'a rien à voir avec forcément mon travail. Est-ce que vous avez, peut-être qu'ils sont présents, mais est-ce que vous avez pris contact avec la SSMG, qui est la société... Ils sont d'une certaine manière inclus dans le projet au travers de la PPLW. Ok, parce que j'ai justement transféré le mail à donc, la secrétaire générale de la SSMG qui m'avait dit que c'était dommage que les médecins généralistes n'étaient pas invités, puisque eux s'occupent généralement. Ils le sont, c'est qu'ils n'ont pas vu passer l'invitation, mais voilà, eux organisent des formations auprès des médecins, et donc c'est souvent... voilà, leur objectif, c'est aussi de mettre à jour en fait les médecins par rapport à l'actualité et par rapport, ils accompagnent, etc. Mais donc, ce serait vraiment intéressant de... moi, en tout cas, je vais écrire un petit mot pour leur dire qu'ils peuvent prendre contact avec vous si ça vous intéresse. Bah oui, avec grand plaisir. Moi, c'est mon rêve. Non, mais voilà, je sais qu'ils sont avides c'est beaucoup des jeunes aussi qui ont beaucoup de sensibilisation, même auprès du public directement. Et donc, ils seraient très intéressés par ça, quoi. Oui, merci beaucoup et avec plaisir pour reprendre contact. J'avais collaboré avec Tania il y a quelques années, en 2018. Donc, on s'est déjà croisés et je suis ravie de voir aussi que les projets
voilà, continue avec une montée en ambition, clairement, avec les sites publics qui sont identifiés. Et c'est vrai que cette question de la terminologie, elle est vraiment clé. C'est pour ça qu'à chaque fois, moi aussi, j'ai des difficultés à nommer, parce qu'à partir du moment où on nomme, nécessairement, on catégorise. Voilà. Et puis, quand on a des programmes d'inclusion, etc., on est bien obligé de nommer les publics, de les cibler. Et donc, forcément, on catégorise. Donc, voilà. Mais effectivement, alors... moi, j'aime bien le mot en anglais elder, qui est un petit peu neutre, mais bon, on essaye, surtout en France, on n'aime pas trop utiliser l'anglais, sauf dans l'écosystème innovation, start-up, etc. Senior, personnes âgées, alors voilà, c'est très stigmatisant, donc c'est aussi un défi, en effet, de voir comment on communique, comment on s'adresse à ces publics-là sans les stigmatiser. Il y avait un guide aussi de communication non-agiste qui avait été diffusé par Age Platform Europe, si je me souviens bien, avec quelques recommandations comme ça, voilà, pour veiller à ne pas avoir une communication trop stigmatisante. On va prendre une dernière, j'espère, courte question de la part de Monsieur Collin. Oui, je vous promets de faire très court. Donc, Vincent Collin, je travaille au Centre de ressources et d'évaluation des technologies pour les personnes handicapées. Et de par là, travaillant beaucoup sur cette problématique de fracture numérique. Et plus spécifiquement par rapport aux personnes âgées, est-ce que, enfin, c'est peut-être un peu provocateur, mais on l'entend souvent quand on parle avec des férus de technologie, que le vieillissement ne sera plus un problème pour l'usage des technologies, puisque nos futurs vieux sont baignés dans un environnement technologique, et donc on ne va plus avoir de problème, on va pouvoir leur filer plein d'applications qu'ils pourront utiliser sans trop de difficultés, et que finalement le tester sur des personnes plus âgées n'est peut-être pas la meilleure des idées. Voilà, c'était provocateur de vous entendre sur ce sujet. Oui, bah, moi j'adore la provocation. Donc, si vous avez envie de provoquer sur le blog, vous êtes le bienvenu. Non, mais au-delà de en fait, c'était un débat qu'on avait eu beaucoup avec les acteurs de la médiation numérique quand j'étais à Bruxelles. J'imagine que si vous travaillez sur le sujet, vous avez votre réponse. Je vais probablement aller dans votre sens, c'est-à-dire que, enfin, moi en tout cas, je suis convaincue que à partir du moment où il y a des nouvelles technologies qui sont créées, en fait, on est les futures personnes en situation d'exclusion et de vulnérabilité numérique, effectivement, puisqu'il suffit qu'il y ait une technologie, on parle de metaverse, on parle de nouvelles solutions qui émergent petit à petit. C'est vrai que j'ai du mal à imaginer que le problème se résolve et que ce soit une problématique d'âge, puisque au fur et à mesure qu'on développe des nouvelles technologies, on crée nécessairement aussi de l'exclusion, tant que les personnes n'ont pas acquis les compétences, les connaissances nécessaires. Et donc là, ça fait aussi le lien avec l'autre principe directeur sur l'éducation et inclusion, etc. Donc non, je ne pense pas du tout que que l'exclusion numérique soit un problème de vieux. On est les futurs vieux et les futurs exclus du numérique aussi potentiellement, d'où aussi mon intérêt très égoïste sur le sujet, puisque j'essaye d'être dans une démarche préventive dès maintenant. Voilà, donc non, je ne pense pas du tout que ça va juste disparaître par magie. Ok.